Bonjour et bienvenue. Vous allez donc découvrir dans un instant la présentation du vaste univers de la radio en France. Depuis l'invention du télégraphe jusqu'aux nombreuses possibilités que nous avons d'écouter la radio aujourd'hui. Cette présentation s'est déroulée le 29 juin dernier, proposée par l'Association pour l'avenir des Mattel. Ce sont donc les conversations matelloises. Allez, c'est parti. Bonne soirée. En haut à droite de votre écran, donc vous voyez le tout début de ce qu'on va appeler très vite la télégraphie sans fil, c'est-à-dire la TSF, la fameuse TSF. Et donc, en 1840, c'est-à-dire il y a bientôt 2 siècles, Morse revêt ce fameux télégraphe électrique qui va permettre aux gens d'avoir un dialogue par le biais du télégraphe. Ensuite, il y a des noms connus. Il y a Hertz qui met en évidence l'existence de ces fameuses ondes électromagnétiques. Ensuite, un autre que vous connaissez forcément qui s'appelle Tesla. Aujourd'hui, c'est une voiture électrique, mais à l'époque, et c'est le même dont on parle, il réalise, lui, un générateur haute fréquence et brevette le radiotélégraphe en 1893. Ensuite, on passe avec Popov, c'est avant la révolution russe, donc c'est encore en Russie. Il imagine et invente le récepteur des ondes électromagnétiques et le principe de l'antenne. Donc vous êtes servi forcément une fois dans votre vie. Ensuite, on a Marconi, qui fait la première liaison transatlantique entre Terre-Neuve, donc au nord-est du Canada, et la Cornouaille, donc le sud de l'Angleterre. Et puis les paquebots vont très vite, progressivement, s'équiper de cette fameuse TSF pour la sécurité maritime. Vous imaginez que d'un bateau à l'autre, on a forcément besoin de s'entraider. Ensuite, un nommé Picard, là on est en France, qui invente le poste à galène et qui va développer les postes récepteurs de radiodiffusion. Donc on peut presque dire qu'au début du siècle, du XXe siècle, 1904-5, la radio, on sait comment émettre et on sait comment réceptionner, donc recevoir. Voilà, beaucoup plus tard, on arrive en 1914, donc au début de la Première Guerre mondiale, et dans les 2 premières années, un ingénieur qui s'appelle Ferrier équipe l'armée française de postes émetteurs-récepteurs. Il y en a 100 000 exemplaires qui sont fabriqués en 1916 pour équiper l'armée française. Là, ça ne rigole pas puisqu'il s'agit donc pour les soldats de pouvoir, entre les ordres et les contre-ordres, et d'avoir une bonne communication. Vous imaginez bien l'importance que ça va avoir. Ensuite, on passe pendant l'entre-deux-guerres rapidement avec les émissions d'information et de divertissement qui vont se développer partout dans le monde avec cette fameuse radio, cette SF. Et puis, très vite, le monde politique et celui des affaires qui va vite comprendre la puissance et la puissance et l'efficacité de ce nouveau mode de communication. Et donc, tout ça va se développer assez vite. On arrive pendant la Seconde Guerre mondiale à la même chose qui se reproduit pendant la première, c'est-à-dire l'importance de la télécommunication. Et à la fin de la guerre, eh bien, alors tout d'abord, oui, on a le fameux discours de Charles de Gaulle, qui le lendemain, sur la radio française, on a le Ah, on peut maréchal mettre Pétain. la centre, non? On peut mettre la centre. Excusez-moi, il y a des parasites, il y a des gens qui parlent. Et donc, oui, juste après le discours de Pétain sur la radio française, j'entends là-bas, j'entends pas bien, merci. De Gaulle fait le fameux discours du 18 juin, vous avez la photo du 18 juin 40, où il va appeler les Français qui veulent rentrer dans la résistance et se regrouper, que ce soit en Afrique du Nord ou en Angleterre, à le rejoindre. Ensuite, vous avez la photo à droite du fameux poste SF. Le fameux poste, si vous êtes un petit peu âgé, vous l'avez vu chez vos parents. Il y avait tout, il y avait les grandes ondes, les petites ondes et les ondes courtes. Et vous aviez, en tournant le bouton à droite, vous aviez Radio Moscou, vous aviez toutes les radios de toutes les grandes capitales. C'était absolument extraordinaire. Mais il n'y avait pas encore ce qu'on va appeler plus tard la modulation de fréquence. Ensuite, vous avez ce petit récepteur, et là, c'est la révolution totale, dans les années 50, l'invention du transistor qui va remplacer la radio à lampe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le petit transistor, en y mettant des piles, il va être moins cher, il va être mobile et on va pouvoir le promener partout. C'est vraiment l'arrivée du média de masse qui va devenir la radio avec
un gros concurrent à la télé encore pas arrivée, mais elle va bientôt arriver, et surtout aux journaux, puisque la radio va donner, en tout cas, va être capable de pouvoir donner les informations et le divertissement que les journaux pouvaient donner à cette époque-là. Et ensuite, vous avez effectivement ce petit récepteur numérique que certains d'entre vous ont vu avec une antenne, mais là, c'est fini, c'est plus ça du tout. On est passé déjà à autre chose. On va passer ensuite voilà, à la stratégie, plus à la technique, mais à la stratégie. On arrive, je reviens à la guerre, à la radio nationale, qui était la radio française, et au discours de Pétain. Donc là déjà, l'État veut contrôler ce qui se passe sur les radios en France. À la fin de la guerre, De Gaulle, qui a bien compris, va continuer à faire que ça reste un monopole d'État. Et donc, on ne peut pas, en France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, créer une radio sur le territoire français. Ça reste la radio diffusion française, la RFD. On vous a mis en haut à droite la caricature de Charles de Gaulle avec la voix de son maître. Ça fait une caricature qui était dans le Canard enchaîné à peu près à l'époque. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir faire de la radio? Les entrepreneurs vont créer ce qu'on a appelé les radios périphériques, c'est-à-dire à partir de 1945, des radios dont les émetteurs étaient à la périphérie de la France. Donc Radio Luxembourg au Luxembourg, qui va devenir RTL, Radio Andorre dans la principauté d'Andorre pour le sud de la France, Radio Monte-Carlo à Monaco et Europe 1 en Allemagne de l'Ouest. J'ai oublié d'ailleurs là-dessus Sud Radio qui va se mettre aussi en Andorre pour faire des programmes, diffuser des programmes dans le sud de la France. Et ces radios vont finalement pouvoir se développer tout en ayant des sièges sociaux en France, mais les émetteurs vont être à la périphérie du territoire français. Vous avez ensuite Charles de Gaulle qui, en 63, inaugure la maison de la radio au bord de Kennedy, au bord de la Seine, 16e arrondissement de Paris. Ce n'est pas son projet, hein, puisque le projet a commencé en 54 ou 55, mais l'inauguration, c'est Charles de Gaulle qui le fait. Il va y avoir dans le même bâtiment, et juste après, l'Office radio-télévision française, la fameuse ORTF. Mais là, on passe en la société qui va gérer à la fois la radio et la télévision. On passe dans les années 70 avec les radios pirates. Si vous avez un certain âge, pu voir ce qu'étaient les radios pirates, puisque les radios étaient interdites. Dans les années 70, il y a plein d'aventuriers de la radio qui ont dit, mais nous, on voudrait faire de la radio aussi, on voudrait passer de la musique, on voudrait faire des choses. C'était interdit. Et donc, on a appelé ça les radios libres, mais elles n'étaient pas si libres que ça, puisque c'était très contrôlé. Et là, vous avez l'exemple en Angleterre d'une radio qui s'appelait Radio Caroline, sur 319 mètres, et qui avait un bateau émetteur avec un mât qui était au large de l'océan Atlantique, au large de l'Angleterre, pour pouvoir diffuser des programmes. Et puis, assez rapidement quand même, ça va quand même durer ces radios pirates une dizaine d'années. Il y en a eu ici dans la région, il y en avait partout en France. On va arriver en 1980, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, sur les conseils qu'il a eu de son entourage, à la libéralisation des ondes et à la création donc des radios associatives. Et donc là, tout le monde peut à peu près faire de la radio. Je dis à peu près parce que ces radios associatives qui vont être tout de suite très nombreuses en France, il va y en avoir des milliers, des centaines puis quelques milliers, il y a des gens qui vont commencer à faire ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire à faire des programmes musicaux comme le faisaient les radios périphériques, à faire des débats philosophiques, des débats politiques interminables, parce que dans les radios associatives, il n'y a pas de formation, il n'y a pas ce qu'on peut appeler la grammaire radiophonique, où on apprend dans les instituts de formation, dans les écoles de journalisme, à faire un vrai programme. Comme disait un formateur à Radio France que j'ai connu, la radio professionnelle obéit quand même à quelques règles strictes. Lui disait, la radio, ça se pense, d'abord, ça se réfléchit, ça s'écrit, et ensuite, ça se dit devant le micro. Mais
on ne doit pas entendre que c'est lu. Et puis, les animateurs aussi vont apprendre, avec d'autres formations, à faire des choses différentes des journalistes. Pardon. Voilà. Donc, ces radios associatives, vous les avez en haut à droite, il y en avait ici. Il en reste encore une bonne dizaine ici sur l'agglomération de Montpellier. Il y en a 3 ou 4 à Béziers, il y en a après qui sont plus dans les Cévennes, mais il y en a un petit peu partout dans le département. Il y en a encore beaucoup en France. Le problème qu'ont ces radios, c'est qu'elles ont très très peu de financement de l'État et elles n'ont pas de publicité. Et donc elles tournent essentiellement avec des bénévoles. Et les bénévoles, ben, ils font ce qu'ils aiment, c'est-à-dire la radio amateur, on aime. Et donc on vient faire du rock'n'roll, de la musique classique, du ska, du punk, et puis en fait ce sont des heures qui succèdent les unes après les autres sans grande cohérence. Et donc ce sont des radios qui, par la faiblesse de leurs émetteurs, mais aussi par la non-cohérence de leur programme, vont avoir du mal à trouver leur public. Mais elles existent et elles ont le grand mérite d'exister. Ensuite, on va parler des réseaux musicaux, puisque les radios associatives vont avoir des problèmes de finances et vont avoir au début des promesses ou des offres d'achat de gens qui vont devenir des businessmen de la radio. L'exemple, c'est Godecroux qui va créer Énergie à Paris, qui est au départ une radio associative et qui va très vite devenir une radio musicale. Et c'est lui le premier qui va comprendre que c'est qu'une identité musicale, c'est-à-dire un programme qui a une certaine cohérence entre certains disques, entre les disques, et plein d'autres. Vous voyez Nostalgie, Virgin, Skyrock. Là, on est dans les années 80, Fun, Énergie. Et ensuite, ces gens-là vont créer des familles de radio, puisqu'Énergie a créé dans la foulée Chérie FM, voilà, des rires et chansons, par exemple, tout ça, c'est le réseau Énergie. Et Énergie va avoir à cette époque-là jusqu'à 1 400 000 auditeurs, on est dans les années 84. Donc en 84, Énergie va devenir la première radio musicale française, et tout cela va complètement changer l'univers radiophonique français, puisque parallèlement, on va dire, les radios généralistes vont se développer. On les appelle généralistes, en fait, c'est les instituts de sondage qui vont les appeler généralistes, les radios qui font de tout un peu, c'est-à-dire de l'information, du programme, de la musique, du divertissement. Et donc, ces radios généralistes, vous les avez là, trois qui appartiennent au service public, France Inter, France Info, Plus Info, mais qui fait quand même du programme, et France Bleu, et Europe 1, Europe 1, RTL et RMC, qui sont des radios privées, qui sont les périphériques, mais qui sont maintenant les radios généralistes. Et à partir du moment où ces radios vont avoir besoin d'argent, puisqu'elles ne sont pas financées comme le service public, tout ça va changer, puisqu'on va essayer de savoir comment avoir un programme cohérent pour avoir de plus en plus d'auditeurs. Donc à partir, on va dire, des années 90, les sondages existent déjà depuis 3 ou 4 ans, et on sait véritablement, pour les unes et les autres, qui écoute quoi, comment, pourquoi, et quelle est la première, la deuxième radio, etc. Je vous en parlerai tout à l'heure. Parallèlement à ça, il y a le développement de Radio France, donc France Inter, France Musique, France Culture, FIP, qui est une radio créée dans les années 75 pour parler des bouchons en région parisienne et à Paris. Au départ, ça s'appelait France Inter Paris, ça s'appelle FIP, et qui va être développé dans quelques grandes villes françaises, donc Marseille, Nantes, Strasbourg de mémoire, et donc FIP existe toujours, et c'est une radio avec la plus grande variété musicale française aujourd'hui. J'ai parlé de France Info est créée en 87. Les radios locales de France Bleu, ça s'appelle à l'époque Radio France 10 heures, Radio France Héros, etc., sont créées dans les années 80. Et en 2000, on a 45 radios locales de Radio France qui s'est intéressé évidemment au marché de la proximité, qui avait initié au départ les radios associatives. Voilà, on va changer d'écran pour ensuite passer un studio de radio. Alors, comment ça fonctionne un studio de radio? Alors déjà, ce qui est important, c'est que
La radio doit maîtriser le temps. Donc vous avez une magnifique horloge, dit 11h28, et sur cette horloge, vous avez les secondes qui défilent. Non seulement les minutes, les heures, mais les secondes. Parce qu'on doit mesurer le temps en secondes si on veut arriver à la fin d'une heure de radio à ne pas dépasser. Donc, tout est compliqué pour que chacun prenne son temps d'antenne en différé ou en direct pour que tout ça rentre dans 3600 secondes. Alors là, vous avez un des grands studios français qui est le studio d'RTL, et on est dans ce qu'on appelle la matinale. La matinale, c'est là où il y a le plus de monde dans le studio. Vous avez devant l'animateur, ce qu'on appelle aux États-Unis, en Angleterre, l'anchorman, l'homme qui ancre l'émission. Donc là, c'est un 7h, 9h d'RTL. Avant, il y a ce qu'on appelle le petit matin, le 14h30, 7h. À Radio France, à France Inter, c'est à peu près pareil, puisque maintenant, il y a un 5, 7h et un 7h, 9h30. Peu importe, la matinale, il y a de tout un peu et très, très rapidement, puisqu'on sait que le temps d'écoute moyen d'un auditeur ou d'une auditrice, c'est à peu près 25 minutes le matin. On se brosse les dents, on prend son petit déjeuner, on réveille les enfants, on n'a pas beaucoup de temps et la question philosophique qui se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui commande? Est-ce que c'est la radio ou est-ce que c'est la vie quotidienne? Et bien évidemment, c'est la vie quotidienne. Quand je sors de mon appartement, que je prends mon ascenseur pour aller bosser, la radio, je l'ai éteinte et voilà, je vais la rallumer dans ma voiture. Mais le plus important, c'est quand même d'avoir en 20 minutes à peu près l'essentiel de l'actualité du jour, internationale, nationale, les sports, la santé, tout ce que vous pouvez imaginer qui peut rentrer dans le journal. Et puis, le journal, par exemple, d'RTL va faire 17 minutes, celui d'Inter va faire 14 minutes, mais il y aura aussi des points d'info à 7h30, à 6h30, etc. Et donc, tout ça est écrit, tout ça est extrêmement précis, fouillé, et là, on a vraiment les très grands professionnels dans toutes les radios nationales françaises. Alors, plus bas, vous avez ce qu'on appelle la régie technique, en bas à droite, et là est assis sur le fauteuil de droite le technicien qui va réaliser l'émission, et à sa gauche, il y aura un réalisateur. Le technicien, lui, s'occupe des sons, de tous les sons qui vont arriver, que ce soit des pubs, que ce soit les micro-OR, que ce soit les disques, que ce soit l'ensemble des éléments qui vont concourir à la réalisation de l'émission. Et le réalisateur, lui, va parler dans ce qu'on appelle le micro d'ordre, dans les oreilles. Alors là, ils n'ont pas tous des casques, mais il y a un casque ou des oreillettes, on ne les voit pas forcément. Le réalisateur va dire t'es trop long, t'es trop court, va réaliser l'émission. Il parle un minimum, et de temps en temps, il fait une remarque ou deux pour dire ce qui peut se passer, de quoi il y a un problème à résoudre. Voilà, on va passer à l'écran suivant avec un studio, c'est on va dire le plus grand studio français. Au départ, c'est un studio, mais c'est devenu une salle de spectacle. Et à l'occasion de la réfection de Radio France à Paris, de la Maison de la Radio, on a créé à la fois une salle de spectacle et le plus grand studio pour l'enregistrement des concerts. Il y a 2 orchestres symphoniques à Radio France, et donc on les enregistre pour faire des émissions, mais aussi on crée des concerts, et donc c'est devenu depuis 2014 la Maison de la Radio et de la musique. Et comme c'est un endroit moderne, avant on avait le public juste en face de l'orchestre, et maintenant vous avez un public de chaque côté de l'orchestre et aussi même derrière l'orchestre. Au fond, vous avez l'orgue qui a été conçu pour cette salle. Alors, comment ça marche? On continue sur le contenu. Donc, il y a dans une radio, en fait, 3 services. Il y a trois métiers. Le métier de l'information avec les journalistes, le métier du programme avec les animateurs, animatrices, producteurs, productrices, et le métier de technicien qui fait tourner la machine et qui s'occupe de la bonne diffusion de l'ensemble des éléments. L'information, comment ça fonctionne? On a donc tous les matins dans une radio, mais aussi dans les journaux, une conférence de rédaction où tout le monde est là et où on réfléchit ensemble de ce que seront les contenus de journaux de la journée. Donc la matinale est passée, il est 9h, 9h15, et il y a donc cette conférence de rédaction.
On a tout le monde, on a le directeur de rédaction, on a le rédacteur en chef, on a les présentateurs, pas forcément, mais on a tous les gens qui vont participer à l'écriture des journaux de midi, de 13h, des flashs de 14, 15h, etc. Et les journaux du soir, 18h, 19h. On aura une autre conférence de rédaction le soir vers 18h pour préparer les journaux du lendemain. Le présentateur ne fait pas son journal tout seul. Le présentateur, il va avoir des éléments et à partir de ces éléments, il va écrire son journal. Il y aura des éléments de reportage, il y aura ce qu'on appelle un papier, c'est-à-dire un texte qui est lu par un journaliste qui va travailler sur une information. Et on va, souvent par téléphone le soir, donner au matinalier du lendemain un certain nombre d'éléments pour qu'il ait des infos pour préparer sa matinale. Les gens qui sont, par exemple, 7 heures, arrive 2 heures avant dans la radio, donc Demeurant, que vous voyez là à gauche, arrive pour son premier journal à 7 heures. Il est là, lui, à 5 heures pour avoir tous les éléments. Il est, lui, l'homme corpsman, c'est-à-dire l'homme qui va présenter globalement l'ensemble de la matinale, du 7h-9h. Vous avez en haut à droite Apolline de Malherbe qui fait la même chose sur BFM. Et puis en bas, alors là, ce ne sont pas des journalistes, mais des animateurs ou des animatrices. Le contenu de programme, donc le service, la culture, la vie quotidienne, le divertissement, les jeux, tout ça participe de l'ensemble du programme de la journée. Puisqu'en fait, les émissions, il n'y a quasiment pas d'animateurs en matinale, donc avant 9h, mais il y a des animateurs et des animatrices tout le reste de la journée, entre 9h et jusqu'à minuit. Donc des émissions, vous savez, le matin, qui sont surtout des émissions de service. Vous avez sur Europe 1, sur RTL, sur les France Bleu, par exemple, des avocats, des notaires, des jardiniers, des cuisiniers qui vont vous présenter des choses, donc ce sont des chroniqueurs. Et vous avez des animateurs qui les accueillent, qui prennent le relais aussi avec les auditeurs qui vont pouvoir poser des questions. Voilà donc en gros le principe entre l'information, le programme et la technique pour faire la soupe, pour que la soupe soit bonne et qu'elle soit agréable à écouter. Ensuite, vous savez qu'avant, on avait des platines disques, des magnétos, des disques, ensuite des compact disques et des bandes magnétiques pour le reportage. Tout cela, dans les années, on va dire 95, avec l'arrivée du numérique, a quasiment disparu pour devenir des dossiers son, puisque l'informatique, effectivement, a été la solution extraordinaire pour que tout ça devienne beaucoup plus facile. Le tableau que vous voyez à votre droite, ce tableau, il est, je vais vous montrer, en gros, vous avez des lignes et à chaque ligne correspond soit un son, soit un jingle, soit une info météo, soit un disque, etc., etc. Et donc, avec plein d'infos, ce tableau, le technicien là devant lui, à chaque fois qu'il pousse son potentiomètre, il va déclencher le son suivant. Tout ça est chargé la veille, le plus souvent, ou dans l'heure qui précède. Et donc, c'est avec ce diffuseur informatique qu'on diffuse l'ensemble des programmes radiophoniques maintenant sur la planète entière. Ce que vous voyez à gauche, où vous voyez un cercle, ce qu'on appelle un clock, c'est-à-dire une horloge sur laquelle on a un certain nombre d'indications pour arriver à faire 1 heure de radio, donc démarrer par exemple à 8 heures jusqu'à 9 heures, avec des références de couleurs pour avoir un petit peu plus d'éléments. Ensuite, on va passer à quelque chose de différent qui est l'argent. Parce que la radio, ça coûte cher. Vous avez des frais personnels, il faut payer tout le monde. Les journalistes, les animateurs, les émetteurs, les locaux. Et la musique, puisque la musique, ce sont les droits d'auteur. Quand vous passez, par exemple, je dis n'importe quoi, Orelsan sur France Inter aujourd'hui, à 9h12, par exemple, Orelsan, par la SACEM, va recevoir des droits. S'il est auteur de la chanson, il va recevoir un droit d'auteur. S'il est compositeur, il va recevoir des droits de compositeur. Et ça sera plus cher à 9h, par exemple, qu'à 5h du matin, parce qu'il y a beaucoup plus d'auditeurs. Et ça sera en fonction de l'audience de la radio à ce moment-là. Et donc, tout ça coûte cher. C'est l'ensemble
de ces frais-là, il va falloir mettre des recettes en face. Et les recettes, c'est pas compliqué, c'est juste en dessous, la pub. Donc le service public, lui, jusqu'à maintenant, c'est vous, auditeurs et téléspectateurs, qui payez par la redevance télévisuelle. Emmanuel Macron en a décidé autrement, puisque vous ne payez plus les 138 € annuels que vous payiez, et maintenant c'est le ministère de la Communication qui a pris en charge les coûts des radios de service public. Par contre, toutes les autres radios ont besoin de publicité pour vivre, et donc plus vous êtes écouté, plus votre message radiophonique est cher. Et donc c'est comme ça que sont nés les sondages. Alors vous avez à droite un extrait de sondage. Celui-là, vous pouvez voir les radios, RMC, Europe 1, France Inter, etc., sur 3 années, 2020, 2021, 2022. Et vous voyez qu'entre 2020 et 2022, entre le bleu et le vert, il y a une petite baisse, mais que ces radios, d'une année sur l'autre, la hiérarchie est à peu près gardée, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et ça permet donc aux annonceurs de négocier avec la radio le prix de la publicité, un message de 15 secondes, un message de 20 secondes, et millimétré. C'est la même chose en télé, et c'est fait à partir des sondages. Vous voyez ici un sondage un petit peu mieux lisible, avec, c'est en 2022, avril-juin 2022, donc sur 3 mois. Vous voyez donc que France Inter est la première radio de France avec à peu près 7 millions d'auditeurs, RTL est deuxième avec 5,6 millions, France Info troisième, Énergie quatrième, Skyrock cinquième, etc. Et on va ensuite voir France Bleu, Europe 1, RTL, etc. RTL2, les radios musicales, France Culture, radio de service public qui est dans les 10e. Et pour terminer avec FIP, et là on est encore à 500 000 auditeurs avec M Radio, FIP avec 662 000 auditeurs. La grande colonne à droite, ce sont ce qu'on appelle les radios indépendantes, les indé-radios. Là-dedans, vous avez les grosses radios que sont les radios privées locales, Alouette FM, Scoop à Lyon par exemple, Contact FM, Oui, Top Music, etc. Sud Radio fait partie des indépendantes, a été créée par ces mêmes radios, elles sont 129 en France, pour gérer ce qu'on appelle un GIE, c'est-à-dire un groupement d'intérêt économique, pour faire payer la publicité, s'organiser pour gagner de l'argent et pour pouvoir faire tourner ces radios. Et donc, c'est très important puisque vous vous rendez compte que ces radios indépendantes, à l'ensemble de ces radios, génèrent 7 millions d'éditeurs, c'est-à-dire autant que France Inter toute seule. Ce qui n'est pas rien quand vous voyez l'importance des 3 ou 4 premières radios françaises. Une autre façon de voir comment on mesure l'audience des radios, là vous voyez sur 3 ans, entre 2019 et 2020, par exemple, France Inter, qui est à 12,5% d'audience, a pris 0,8 points, c'est 500 000 auditeurs. Donc quand France Inter, par exemple, là, prend 0,8, elle prend 400 000 auditeurs sur 2 ans, sur 1 an, ce qui est très important. Et RTL a perdu 0,3. C'est pas beaucoup, mais il faut quand même commencer à s'inquiéter. France Bleu a gagné 0,3. Quand je dis France Bleu, c'est la somme des 45 radios de France Bleu en région qui fait ce chiffre de 6,3 par exemple. On a la même chose à droite avec ce croquis en gris, avec la part d'audience. La part d'audience, c'est le mélange de l'audience cumulée et du temps d'audience. C'est-à-dire que si vous écoutez 10 secondes ou 10 minutes, eh ben, vous avez moins d'auditeurs que si vous êtes écouté sur 3 heures ou 3 heures et demie. Donc, c'est une autre façon de mesurer l'audience. Et enfin, en dessous, vous avez l'évolution sur 10 ans des 5-6 premières radios françaises. Et donc, vous voyez, par exemple, pendant 2010, RTL est à peu près stable de 12,1, 10 ans plus tard, en 2020, à 12,7. Mais par contre, le France Inter part à 8,9 en 2010 et à 13,3 en 2020. Elle a pris 4 points, c'est-à-dire 2 millions d'auditeurs. Et donc là, quand vous êtes directeur de station, il y a des directeurs de programme, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent autour de ça. On essaye de savoir pourquoi une radio gagne des auditeurs, pourquoi elle en perd.
Par exemple, vous avez en noir, Europe 1, c'est pas fait exprès que ce soit en noir, mais c'est 8,1 en 2010 et 4,1 en 2020. Europe 1 a perdu la moitié de son auditoire en 10 ans. C'est une catastrophe économique, puisque Europe 1 a 2 fois moins de ressources en publicité qu'elle en avait, et même un peu moins, parce que le message publicitaire est divisé par 2, et surtout les annonceurs vont dire, bah, ils perdent, c'est moins intéressant, donc je vais aller voir ailleurs, je vais aller voir sur les autres radios, sur les télés, voir si je peux aller vendre de mon eau, mes voitures, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut vendre en radio. Euh, on va terminer, après je répondrai à vos questions, bien évidemment, sur les nouveaux supports d'écoute et essentiellement sur les plus jeunes. Vous avez remarqué que depuis une quinzaine d'années, tout ça a beaucoup bougé, que maintenant, on écoute la radio. Là, c'est un sondage de 2022, c'est-à-dire l'an dernier. 5,6 millions d'auditeurs écoutent la radio sur un téléphone, sur un smartphone, 1,4 million sur une enceinte Bluetooth, 1,3 million sur un ordi, 1,985 000 sur la télévision, ça c'est les plus âgés, et 586 000 sur une tablette. Et ça n'est que le début. On sait, on est très inquiet en radio, puisqu'on sait que tout ça va beaucoup, beaucoup changer. Et les 15-24 ans ont un changement radical des habitudes, des sources d'information et de divertissement. Et donc, si vous avez des enfants ou ados ou même plus jeunes, ils sont sur TikTok, ils sont sur Twitch, ils sont sur YouTube, ils sont sur Instagram, et tous ces supports grignotent des parts de marché importantes en seulement quelques années. Si, par exemple, vous pensez à Hugo Décrypte, qui est un jeune journaliste qui a créé une chaîne YouTube, il a 2 millions d'abonnés. Il a, quand il fait une vidéo, 300 000 vues qu'il la sort. Ça veut dire le tiers du journal de 13h ou de 20h de France 3, par exemple. C'est énorme. Ça ne fait que commencer. Et donc, la radio, elle a perdu, en 2021, il y a aujourd'hui 38 millions d'auditeurs. Ça va encore bien, hein, pour la radio, 38 millions, c'est beaucoup. Il y en avait 44 millions en 2014. C'est-à-dire qu'on a perdu 6 millions. Ils sont partis. Ils sont partis ou alors ils sont morts parce que il y a 500 000 décès par an en France et donc il y a autant d'auditeurs possibles. Et donc tout ça est en train de changer, énormément. Et donc la radio a dû s'adapter en installant des caméras dans les studios et en proposant sur le net la radio filmée, qui sert essentiellement à faire le buzz sur les réseaux sociaux, mais aussi pour les gens qui tombent sur des extraits à aller écouter la radio dans son ensemble. Et donc c'est une façon de faire de la pub aussi. Moi, je trouve qu'on a perdu beaucoup aussi en poésie parce que maintenant, tous les gens qui font de la radio, on connaît leur visage, alors qu'avant, on s'imaginait que tous les animateurs étaient aussi beaux que je ne sais pas, avoir des coupeurs, et que toutes les animatrices, enfin voilà. Et maintenant, on sait que ils ont un physique de radio, ils n'ont pas un physique de télé. Non, je rigole, hein, je dis ça. Voilà. Et dernière chose, le podcast devient une habitude importante aussi. La radio à la carte, vous pouvez podcaster ce que vous voulez maintenant en radio, l'enregistrer, enfin voilà, le podcaster c'est pareil, et l'écouter à l'heure de votre choix, la nuit, le jour, 3 jours après. France Culture, par exemple, a quasiment autant d'audience en podcast qu'en direct. On va terminer avec quelques voilà, des gens, quand je dis de la radio à la télé inversement, c'est les gens qui font de la radio et de la télé, puisque c'est finalement la même façon de travailler. Alors, évidemment, il y a l'image, mais Léa Salamé, par exemple, est journaliste sur France Inter, mais anime une foultitude d'émissions sur France Télévisions. Nagui est animateur sur France Inter et sur France Télévisions, à un nombre conséquent de jeux télévisuels, pour le coup. Stéphane Bern est sur Europe 1, mais aussi sur France Télévisions avec ses émissions historiques. Yves Calvi est sur RTL, il fait les matinales, mais elles sont en même temps diffusées sur BFM TV. Et pour changer, Patrick Cohen était sur France Culture, il ne sera plus à la rentrée d'ailleurs, sur France Télévisions, sur la 5, et sur la télé publique, pardon, Public Sénat. Donc vous voyez que là,
Tous ces gens-là travaillent à la fois sur les uns et les autres, sur les unes et les autres, des antennes, des chaînes. En ce moment, c'est le mercato, c'est-à-dire que les patrons de chaînes négocient en fonction des résultats d'audience et des évolutions de la société française, cherchent à s'adapter et on travaille sur la rentrée, sur septembre. On sait déjà qui est remplacé. Par exemple, je peux vous dire que qu'est-ce que je peux vous dire que l'émission de 17h à 18h sur France Inter ne retrouverait plus Charline Vandenecker et les Belges, puisqu'ils passeront le week-end, qu'elle sera remplacée par trois jeunes, toutes jeunes chroniqueuses qui vont faire voilà, par exemple. Alors pourquoi on peut discuter un moment, pourquoi on a changé ça, mais c'est toute la complexité de ces choses-là pour arriver à garder une radio et une télévision en bonne santé. Voilà, j'ai terminé. Je vais redonner la parole à Stéphane et qui va pouvoir, Stéphane, nous dire s'il y a des questions, des gens qui nous écoutent, des hommes et des femmes qui ont chaud comme nous ce soir. Eh bien, merci beaucoup pour ta présentation. Personnellement, j'ai appris plein de choses et j'ai des questions à te poser. Oui, vas-y, voir. Pour faire de la radio, est-ce qu'il y a une école de radio en France? Quel est le parcours type d'un animateur de radio? Alors, que tu me poses la question de l'animateur, il y a pas de vraie école professionnelle pour les animateurs et les animatrices. Les animateurs et les animatrices se forment sur le tas, on va dire, dans les petites radios, mais ils sont pas journalistes. Ce sont deux métiers différents. Les animateurs, les animatrices peuvent commencer sur les radios associatives, ensuite sur les radios musicales, et puis arriver ensuite sur les radios nationales et envoie des maquettes chaque année pour changer d'une radio à une autre, par exemple. Mais il y a une école qui s'appelle le Studio École de France, qui est une école privée, payante, qui forme des animateurs et des animatrices, mais franchement, la grande majorité des gens qui font cette carrière arrivent sans école. C'est mieux d'avoir fait des études, d'avoir un bac et quelques années, ne serait-ce que des années en formation littéraire ou formation de langue, mais on apprend sur le tas le plus souvent quand on est animateur ou animatrice. En revanche, pour les journalistes, c'est pas du tout pareil. Il y a 13 écoles en France qui sont reconnues par la carte de presse, que ce soit pour la télé, pour la radio ou pour la presse écrite. Et donc, à Montpellier, par exemple, on fait ici, on fait 4 jours sur une semaine, on fait 4 jours à la fac Paul Valéry. On fait de l'histoire, du français, des langues, etc. Et on fait un jour à l'École supérieure de journalisme de Montpellier, qui dépend de l'ESJ qui a été créée à Lille dans les années 80. Et il y a 13 écoles en France, dont 2 IUT d'ailleurs, qui forment les journalistes. Et donc là, on fait de la politique, on fait de l'histoire, du constitutionnalisme, enfin, on fait tout ce qu'il faut pour qu'un journaliste puisse travailler et être formé. Et c'est une formation assez longue. Par exemple, pour faire cette formation à Montpellier, il faut déjà passer un concours. Et une fois que vous avez fait ces 3 ans à Montpellier, vous pouvez ensuite passer sur les grandes écoles de journalisme, à l'UJ à Lille, par exemple. Voilà. Bien, merci. Alors, pour ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez cliquer sur le petit icône en bas à droite, discuter et écrire vos questions dans la fenêtre qui va s'ouvrir. Est-ce qu'on peut considérer que le podcast reste de la radio ou alors la radio, ce qui définit la radio elle-même, ça reste quand même le direct? Oui, la radio c'est le direct et tous les gens qui font de la radio vous diront que, on va dire, le petit coup d'adrénaline qu'on a quand le rouge se met, quand le micro se met en marche, c'est quand même le grand plaisir de la radio en direct. Et l'essentiel de la radio est fait en direct, contrairement à la télé d'ailleurs. Les journaux de la télé sont faits en direct, mais les émissions de programme sont le plus souvent en différé. Le podcast, c'est pratique. Ça correspond
particulièrement à ce que fait France Culture, par exemple, pour les documentaires ou pour les émissions historiques. Mais là, on n'a pas de dialogue, on n'a pas plusieurs personnes autour d'un micro. Alors, si on peut podcaster une émission qui a été en direct, on peut la podcaster évidemment, mais elle n'est pas faite pour ça. Aujourd'hui, il y a des émissions qui n'apparaissent pas sur les radios en direct, qui sont des émissions uniquement pour le podcast. Mais c'est vrai que c'est un peu de la radio en boîte. C'est très bien fait. Moi-même, j'aime bien en écouter parce que ça permet d'écouter ce qu'on veut à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais ça reste du différé, effectivement. Euh, je voudrais savoir si on peut catégoriser les grandes radios. On peut dire s'il y a des radios de gauche ou de droite, et s'il y a comment dire, des orientations en fait dans l'information en ce sens. Alors, les journalistes en école sont formés tous de la même façon. Après, l'étudiant en journalisme peut, pendant ses études, déjà être de gauche ou de droite. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que s'il est plutôt de gauche, il ira plutôt bosser dans le service public. Si c'est évidemment pas comme ça que ça se passe à 100%. Mais effectivement, quelqu'un plus de gauche, journaliste plus de gauche, va plutôt aller travailler en télévision, à France Télévisions, service public, ou à France Inter, France Culture, etc. Mais pour autant, c'est pas une règle à 100%, c'est-à-dire que vous avez des journalistes qui personnellement sont à gauche ou à droite, mais qui, puisqu'ils ont été formés en tant que journalistes, ne sont plus du tout effectivement politisés à partir du moment où ils font leur métier. C'est-à-dire qu'ils ont appris à faire, à s'attacher aux faits. Un fait reste un fait. Et il y a des règles qui font que quand on travaille sur un fait, on va dire la guerre en Ukraine aujourd'hui, il y a des faits. Et les faits, on les traite avant même de les commenter. Le commentaire est quelque chose de complètement différent. Donc, une information, c'est un fait. Le fait, il doit être vérifié, il doit être remis dans son contexte. Alors, effectivement, quand c'est très court, et c'est pour ça que c'est une technique, parce qu'on doit écrire très court, c'est une technique, mais le fait doit être parfaitement exact et vérifié. Je n'ai pas parlé tout à l'heure des journalistes qui sont dans les agences de presse. Donc, par exemple, moi, j'ai un copain journaliste qui travaillait à l'AFP et qui a travaillé à l'AFP Paris, mais qui a travaillé partout sur la planète, à New York, en Indonésie, et qui était correspondant pour l'AFP euh, et qui vendait donc l'AFP, vend ses reportages et ses sources aux grands médias français. Et donc, je veux parler là des sources, c'est-à-dire que chaque info vient d'une source. Une source, ça peut être un reporter sur le terrain, ça peut être une agence de presse, AFP, les agences américaines, les agences anglaises, l'agence TASS, par exemple, qui est l'agence russe, qui est une agence, on pourra en parler des heures, hein, parce que sous une dictature, une agence de presse, ça fonctionne pas forcément comme on le voudrait. Mais c'est ça, un journaliste travaille à partir des faits. Ce qu'on dit rarement, et ce que les gens ne savent pas forcément, c'est quand on parle d'un éditorial et d'un éditorialiste, là on donne son avis, ou en tout cas on interprète une information. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas expliqué suffisamment aujourd'hui. C'est que dans un journal, il n'y a pas d'éditorialiste, ce sont des faits. Quand on a un invité, là on est sur autre chose. Quand on lit l'éditorial du Monde ou l'éditorial qu'il y a sur un journal ou sur un journal hebdomadaire, on est déjà sur des journaux un peu à gauche ou un peu à droite, Le Monde est un peu à gauche, Le Point est un peu centriste, L'Express un peu centriste, etc. France Télévisions est jugée par les politiques de gauche. Les radios de Radio France sont jugées un peu à gauche. Mais suivant l'homme politique, il ne va pas forcément avoir le même avis sur la radio qu'il invite, suivant qu'il est du Rassemblement national, du Parti socialiste ou de LFI, par exemple. Alors,
Merci. Alors, j'ai une question de Jacques qui voudrait savoir quel est le salaire moyen d'un animateur de radio? Ça reste. Alors, c'est extrêmement variable. Dans les petites radios associatives, tout le monde est bénévole. Un animateur radio débutant dans les radios locales de Radio France, donc à France Bleu, va commencer au SMIC, un peu plus du SMIC, mais il va monter assez rapidement. Les animateurs sur les radios nationales sont assez bien payés. On va dire que le salaire moyen d'un producteur animateur à France Inter, on est à 7-8 000 euros. On est sur RTL, sur RMC, à des salaires qui sont au double, voire au triple. Mais ce qui n'a rien à voir avec les salaires de la télévision. C'est pour ça qu'on a beaucoup de journalistes, animateurs qui vont faire de la télé, puisque quand vous avez le savoir-faire en radio, vous savez faire de la télé, et inversement. Et donc, effectivement, les salaires de télé, on sait que maintenant, les salaires de télé les gens sont très, très bien payés. Mais alors là, on rentre dans quelque chose de très long à expliquer, c'est ce qu'on appelle la notion de production. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un comme Nagui, il est producteur à France Télévisions, il produit lui-même, c'est-à-dire qu'il a un studio et il va vendre son émission télé à la chaîne. Il va dire, voilà, moi je veux vous donner 300 000 euros par mois et vous avez le jeu du 19h45, vous avez 15 minutes tous les soirs à mettre sur votre antenne. Et c'est moi qui choisis la couleur des décors, je fais faire mes décors, je fais tout faire. J'embauche mes chroniqueurs, j'embauche mes techniciens, j'ai une boîte de production. Ça, c'est en télé. En radio, c'est pas exactement ça, mais c'est vous utilisez les moyens techniques, mais par exemple, quelqu'un qui travaille sur une émission de 17h à 18h, arrive avec ses chroniqueurs, utilise les moyens techniques, c'est-à-dire les studios, mais va être patron de sa propre émission avec ses 3-4 salariés. Donc, il va, lui, vendre son émission clé en main à la chaîne, à RTL, à France Inter, à Europe 1 ou à RMC, par exemple. Et puis, vous avez d'autres choses que sont les journaux. Là, les journaux, c'est complètement différent puisque c'est la rédaction elle-même, l'ensemble de la rédaction qui travaille pour un rendez-vous d'information. Merci. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions en mode écrit. Je voudrais revenir sur les débuts de la radio et le contrôle par l'État, en fait, de la radio et des messages qui passent sur la radio. Est-ce que depuis, le politique a complètement abandonné le fait de vouloir contrôler les messages radio ou il y a encore de l'influence? Mais quand vous parlez de messages radio, c'est-à-dire… Radio public, ouais. C'est quoi les messages radio? Je n'ai pas compris. Le narratif de l'État va passer par les médias, je veux dire, présenter une façon de travailler. Voilà. Et est-ce que l'État, par l'intermédiaire des radios et des télévisions publiques, a encore cette influence ou alors Radio France est complètement détaché de cette influence? On n'est plus dans les années 70. Hein. Autant les politiques s'entourent d'entreprises de communication qui coûtent des fortunes, autant les journalistes maintenant sont syndiqués et sont formés, sont beaucoup mieux formés qu'auparavant, et ont des habitudes d'indépendance, qu'ils travaillent d'ailleurs en presse écrite, en télévision, dans le privé ou dans le public. On ne peut pas dire à un journaliste qu'il n'a pas décidé de dire ou d'écrire. Il peut y avoir des influences, mais d'une manière générale, franchement, alors les politiques peuvent répondre à côté d'une question qui les dérange. Ils peuvent répondre à côté, ils savent bien faire d'ailleurs. Donc la question est reposée un certain nombre de fois, ça ne nous a pas échappé. Mais un politique, il va refuser une invitation, il va l'accepter, mais s'il l'accepte, ça sera aux conditions de la chaîne qui l'invite. Et on ne prépare pas les questions ensemble avant. Hein. Les questions, c'est le journaliste qui les choisit. Et c'est le plus important. Très bien, merci. Bah, écoute, je crois qu'on arrive au terme de… Et Jacques qui posait une question aussi. J'ai vu une Jacques tout à l'heure sur l'écran. Ah oui, alors… Le nombre d'heures de travail, c'est ça?
Non, alors il y a une question de Corinne avant. Il a été évoqué des difficultés de la radio à intéresser le public. Julien Corbet présente Ça peut vous arriver en format radio et télé. Est-ce une façon de toucher un public plus large? Est-ce que la radio essaye de se réinventer? En fait, ce sont les médias télé et radio qui essaient de se réinventer. C'est-à-dire qu'il y a en face, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les plus jeunes, des choses qui sont en train de bouleverser considérablement ces choses-là. Vous avez des jeunes, en particulier, on va dire les 10-15 ans, qui ne sauront vraisemblablement pas ce que c'est qu'un poste de radio, ou même une émission de radio, puisque eux vont directement sur les réseaux sociaux ou sur oui, ou sur TikTok, ou sur Twitch, ou sur des formats que nous-mêmes, les parents ou les grands-parents, ne connaissent pas forcément. Donc la radio et la télé est en danger, effectivement. Le fait qu'un animateur soit à la fois sur la télé et sur la radio, oui, c'est une façon, effectivement, de faire du bien à la fois à la télé et à la radio, de faire de l'autopromotion ou de la promotion mutuelle d'un média vers l'autre. Mais les générations qui viennent, là, on va avoir une véritable révolution. Je pense que on est au tout début on pourrait dire, d'une atomisation, c'est-à-dire que tout ça va partir dans tous les sens. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la radio a perdu, j'ai gagné 6 millions d'auditeurs en 6 ans. La télé, c'est pareil. Donc, la télé, elle a fait par exemple Télématin pour piquer du public à la radio, ça marche très bien. D'ailleurs, ils ont 2 millions d'auditeurs Télématin. Mais les enfants, ils n'arrivent pas Télématin. Il n'y a jamais les gens de 30 ans. Aujourd'hui, ils sont sur l'ordi ou sur le smartphone. Vous faites complètement autre chose. Et vous faites de la radio ou de la télé à la carte. Vous choisissez de vous-même ce que vous voulez regarder. La révolution, elle est là. Et est-ce que le format des émissions de radio va s'inspirer des formats de réseaux sociaux, c'est-à-dire des formats très très courts? J'ai remarqué par exemple sur France Culture, il y a une augmentation assez importante du nombre de chroniques courtes sur quasiment chaque heure d'émission. Est-ce que ça, c'est une influence directe en fait des formats de réseaux sociaux? Je pense que non, parce que en fait, la radio, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle obéit aux habitudes de vie des gens. Quand en radio, le prime time, le soir en télé, il est entre 18h et 20h. L'avant prime time, le prime time, ce que vous connaissez comme des émissions qui vont aller chercher du public pour le journal de 20h. Donc vous avez des émissions très populaires à très large public pour faire que le 20h ou le 13h soient les plus regardés possibles. En radio, c'est l'inverse, c'est le matin. C'est le 7h, 9h. Pourquoi? Parce que quand les gens se réveillent, s'ils ont besoin d'infos, ils vont encore très majoritairement vers la radio. Et la radio, à cette heure-là, elle ne sait pas faire autrement que de faire de tout un peu, c'est-à-dire qu'en 10, 15 minutes, vous devez savoir quel temps il va faire. Est-ce que vous devez mettre des chaînes à votre voiture s'il y a de la neige quand vous habitez dans les Alpes ou dans les Pyrénées? Qui est élu, enfin tout ce qui est ce qu'on appelle le plus concernant. Et en fait, pour garder un public, il faut qu'il se sente concerné. Et donc la guerre, les dangers, en ce moment, évidemment, le problème climatique, mais c'est aussi tout ce qu'on peut considérer le fait divers. Le fait divers est par exemple beaucoup plus développé sur les radios privées que sur les radios de service public. Mais quand il y a par exemple ce qui s'est passé avant-hier avec ce jeune de 17 ans qui a été contrôlé puis tué par un policier, tous les médias, et là on a un fait extrêmement important, et là tous les médias vont traiter à peu près de la même manière. Il y a dans le commentaire que ça va être peut-être un petit peu différent, mais le fait est tellement puissant que tous les journalistes vont avoir la même réaction. Pour répondre à la question, l'enfant et le meurtre de cet enfant, pardon, c'est pas meurtre, il a été tué. Donc on saura après si c'était pardon, un homicide volontaire. Mais c'est quelque chose qui va sur une radio se retrouver 10, 15, 20 fois dans la journée radiophonique, puisqu'on l'aura aux journaux de 6h, 7h, 8h, 9h, jusqu'à 10h le soir. On aura des réactions au fur et à mesure de la journée. Et donc ça, il n'y a que la radio qui sait faire ça, et la télé d'info continue. On est à peu près dans la même façon de travailler.
merci. Alors, j'ai une question de Jacques qui demande quelle est la durée hebdomadaire de travail d'un animateur. Ça, j'imagine que c'est aussi une variable que son Là, salaire. oui, c'est une variable. En radio privée, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Un animateur, il a ce qu'il a à l'antenne, il peut travailler 8, 10, 12 heures, 14 heures par jour. Ce qui importe, c'est le résultat. Il est très bien payé et on lui demande, il n'y a pas de règle. Euh, Dans le service public, il y a chez les animateurs des radios locales, les animateurs sont à 35 heures. Ils n'ont pas la même charge de travail d'un producteur, mais quand même, il y a de la préparation, et 35 heures, moi je les ai vus travailler, les animateurs, puisque je les dirigeais, il y a de quoi faire, il y a du travail. Mais à partir il y a un moment, déjà, les animateurs sont à 35 heures de travail. On peut leur demander, mais là on sera en heure supplémentaire, d'animer une émission en extérieur le samedi ou dimanche, mais là on sera en heure supplémentaire. Euh, en, en télé publique et en radio publique, pardon, les journalistes, eux, travaillent comme tous les journalistes de France avec un système qui est un petit peu différent, mais qui sera un petit peu plus loin développé. Mais il y a un système de 35 heures avec des heures, avec des récupérations. Enfin, voilà. Mais un journaliste qui arrive dans sa rédaction, s'il est reporter, il ne sait pas combien de temps il va passer dans son reportage. Il peut revenir le lendemain matin, il peut revenir à midi parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Il peut revenir dans l'après-midi. Mais il peut revenir aussi et travailler 4 jours sur un reportage si c'est une très grosse info pour répondre à plusieurs médias en même temps, par exemple. Euh, pour donner une idée de la quantité de travail nécessaire pour faire une émission, par exemple, en heures cumulées entre les aspects techniques et le travail de préparation des animateurs et des chroniqueurs, le 7-9, ça fait combien d'heures de travail pour 2 heures d'émission de radio? C'est extrêmement difficile de répondre à ça parce que sur une matinale d'RTL ou une matinale de France Inter, il y a 40 ou 50 personnes qui travaillent. Et vous n'en avez que 4 ou 5 que vous entendez dans le poste, pour parler à l'ancienne, 4 ou 5 entre les chroniqueurs, les invités, etc. Il y a une rédaction qui est une rédaction d'une quinzaine ou une vingtaine de journalistes, les techniciens, ce qui a été fait en différé, etc. Je pense qu'on a une bonne minimum 30 personnes pour faire un 7 heures de l'heure. Donc ils ont travaillé, on ne peut pas compter. Ce qu'on va compter, c'est un service comptable qui va vous le compter, mais finalement, c'est les patrons qui vont dire ça vaut d'y mettre ça, ça vaut d'y mettre ces moyens. Et on en rajoutera parce que, par exemple, on n'a pas assez de moyens pour faire telle ou telle chose, mais on n'a pas cette vision comptable du temps de travail pour une matinale, par exemple. Alors, j'ai une question de José qui dit que le gros problème des réseaux sociaux, c'est que l'info ne passe pas par le filtre et l'analyse, et on se retrouve souvent avec une info en simultané qui se rapproche parfois de l'infox. Comment réagir face à ce gros problème? C'est vrai que la vérification des sources est souvent problématique dans la diffusion d'infos sur les réseaux sociaux. Oui. Ben, écoutez, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Les journalistes qui passent 4-5 ans en faculté pour apprendre à traiter une information, à faire qu'elle soit vérifiée, qu'on ait vérifié non seulement l'information elle-même, mais les sources, c'est-à-dire ne pas sortir une information si on n'a pas un minimum de 3 sources qui disent la même chose. Par exemple, c'est une des règles. Euh, les réseaux sociaux, il y a des gens qui travaillent très bien, puis il y a des gens qui font n'importe quoi. Donc, Donc, il y a des choses. on en arrive à un phénomène de fausse équivalence, en fait, perçu par le grand public. C'est-à-dire quelqu'un sur les réseaux sociaux va donner des informations anti-vax et il y a un spécialiste sur la radio, un chercheur d'épidémiologie, on va donner le même poids aux deux informations. Ouais. Après, c'est de la responsabilité non pas des réseaux sociaux ou du journaliste qui va traiter une info, c'est de la responsabilité de la personne qui va sur les réseaux sociaux. C'est à elle de se faire une opinion à partir de ce qu'elle va trouver. C'est-à-dire que moi je dis toujours qu'on a l'info qu'on mérite. Euh, si on veut une info, il faut un peu plus de temps. Il faut être capable, par exemple, sur un sujet donné, d'écouter un peu plus que 2 minutes pour se faire
se faire une idée d'une info qui vous intéresse. En sport, dire que tel record du monde est battu au 100 mètres ou au 50 mètres nage libre en natation, c'est un fait, c'est très vite. C'est 50 secondes et c'est dixième. Ça, c'est un fait. Voilà, ça, on peut difficilement le classifier. Mais quand il s'agit des mouvements de troupes à la frontière de l'Ukraine et de la Russie, beaucoup plus compliqué. Et là, il faut beaucoup de travail pour pas dire de bêtises. Il faut des gens qui risquent leur vie sur place. On ne sait pas assez, mais il y a des gens qui risquent leur vie. Il y a plusieurs journalistes qui sont morts depuis le début des guerres en Ukraine. Et il y a à peu près chaque année 80 journalistes qui meurent chaque année sur la planète dans l'exercice de leur travail. C'est aussi ça le coût d'une information. Donc effectivement, sortir, j'allais dire n'importe quoi sur un réseau social, c'est, je trouve, aussi un manque de respect par rapport à tout le travail que ça demande pour aller chercher une information. Alors, une question encore de Jacques, qui a beaucoup de questions. Combien d'animateurs travaillent à France Bleu Héros? Alors moi, quand j'en suis parti, il y en avait encore 9. Et donc, ces gens-là prennent des vacances, et ils ont pas mal de vacances, et donc ils sont remplacés. Donc, c'est pas toujours les mêmes que vous entendez à l'antenne, mais quand même, il faut, oui, 9 animateurs, c'est-à-dire pour faire en gros 6 heures, de 6 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir ou 19 heures, plus le week-end, puisqu'on est sur 7 jours non-stop. Et ben il faut avec des CDD qui vont venir remplacer, qui un jour peut-être rentreront dans l'équipe en contrat à durée indéterminée. Bien, merci. Ben, écoutez, je crois qu'on va... Ah, encore une question, de Vincent. Que pensez-vous des personnes qui se déclarent journalistes sur les réseaux sociaux sans aucune formation et malheureusement créent souvent uniquement du buzz ou de la désinformation ou propagent de nouvelles informations? Je crois que tu l'as déjà abordé, ça. Oui, je vais répondre la même chose, c'est-à-dire que pas des journalistes. Voilà. Alors après, il peut y avoir des gens qui ont une certaine méthode de travail, mais une formation, ça ne remplace pas une bonne formation et difficilement faire le travail de journaliste sans avoir un minimum de formation et surtout sans avoir beaucoup de temps. Eh bien, merci François. Je crois qu'on va s'arrêter là. Alors, Florence va vous parler de la prochaine conversation mathelloise. Qui aura lieu à la rentrée de septembre, le jeudi 21, plus précisément, avec Julie Gaillès, qui est éducatrice jeune enfant, coach spécialisée dans la parentalité et qui va nous parler des parents, enfants et les écrans. Et pas de la radio. Et pas de la radio. Que des écrans. Oui, les écrans. Merci beaucoup. On remercie aussi chaudement Cyril qui s'est occupé de l'aspect technique de la diffusion de cette émission, on va dire. Et puis, elle a été enregistrée. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde et à bientôt. Merci. Et je voulais remercier aussi mon camarade Jean-Marie Balthazar qui m'a aidé à voir tous les beaux écrans que vous avez vus et toutes les belles photos. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci, Merci Jean-Marie. Bonne soirée.